Eh bien, mesdames, messieurs, je vous propose qu'on y aille pour cette édition 17 de la remise des trophées Chrysalide Éco-Activité. Alexandre Collomb, merci d'être avec moi pour introduire cette cérémonie. Directeur de Bretagne Compétitivité. Alors, après la conférence d'Arthur Keller, on a vu qu'il y avait un certain nombre de défis à relever. Il y a aussi des défis dans le cadre de Chrysalide Éco-Activité. On commence par ça ? Bonjour à tous et toutes. Bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué d'avoir cette séquence après les 2 heures qu'on vient de passer. On va se dire qu'on est dans la séquence Doliprane et tisane. Euh, Et c'est déjà bien. c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que Chrysalide, le principe, hein, c'est de mettre en avant des initiatives. Je vais éviter le mot solution. Alors vous avez un book des solutions entre les mains. On l'a Changez caché, le enfin mot. on a stabiloté sur Mais celui il y a qu'on a quand même, bon, il y donné. a quand même des actions, des acteurs, des entreprises qui mettent en place des actions pour répondre à un certain nombre de défis, hein, qu'on vous a remis à l'écran. Hein. C'est la base de Chrysalide depuis plusieurs années. Euh, c'est le critère, hein, pour entrer dans le concours. On voit bien que c'est un ensemble, hein, de défis auxquels il faut répondre. Certains, vous le verrez, dans les lauréats, ont ciblé une thématique, mais d'autres couvrent plusieurs de ces enjeux. On parle de ce trophée qui n'est pas qu'un trophée, qui est aussi tout un processus d'accompagnement. Comment ça se passe ? Ah oui, on a voulu, enfin depuis la création de Chrysalide, il y a maintenant une quinzaine d'années, par l'association créative, pas seulement mettre en lumière des entreprises ou des porteurs de projets, mais aussi apporter un accompagnement à la fois de la structure, mais aussi de l'écosystème, pour préparer les entreprises à présenter leurs projets devant les jurys, hein, qui sont souvent très exigeants en matière de contenu et puis de présentation des projets. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement qui est proposé dans le cadre de Chrysalide. L'autre point aussi peut-être important à noter, c'est que les projets qui nous sont montés, ce sont des projets qui sont souvent suivis par d'autres acteurs de l'écosystème. On va le voir tout à l'heure avec tous les partenaires avec lesquels on travaille, hein, que ce soit les CCI, les technopoles ou les centres techniques au niveau régional. Alors, l'intérêt pour les porteurs, pour les entreprises, c'est à la fois de mettre en avant ce qu'ils font, les bonnes pratiques, et puis essayer de diffuser, hein, de montrer, c'est un peu aussi les conclusions rapides d'Arthur Keller tout à l'heure, c'est que si on ne travaille pas collectivement sur ces thématiques, on n'avancera pas beaucoup. Donc notre souhait, c'est de diffuser en la bonne parole au moins les bonnes initiatives. Je suis désolée, j'ai fait un petit Non, point logistique parce que apparemment, il y a des véhicules qui ne sont pas bien garés, qui bloquent le parking, la sortie avec des gens qui veulent absolument s'en aller. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, il y a quelques plaques d'immatriculation qui visiblement posent souci. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Peut-être que je vais les... Il y en a 2 particulièrement. Alors, il y a une Tesla blanche, GM 764 TF, quelqu'un du 29. Voilà. Ça va. Donc, je suis désolée, voilà. Et il y en a un deuxième. Cette fois, c'est une Citroën. Voilà. CY 938 BH, immatriculé dans l'Allier 03. 1, l'un, 2, l'N, 3, l'Allier, c'est ça. Voilà, donc ces 2 véhicules-là, si la personne est dans la salle pour la Citroën, ce serait super. Je suis désolée, ça ne fait pas du tout d'interrompre la cérémonie pour ça, mais ça avait l'air d'être important, donc voilà, c'est passé. On a quelques chiffres quand même pour cette édition 17 de Chrysalide. Alors, une édition qui nous a permis d'identifier une soixantaine d'initiatives. Donc c'est un chiffre qui est un peu constant, donc ça montre qu'il y a une belle dynamique, il n'y a pas d'effondrement ou de recul sur les thématiques de transition écologique. De ces 63 candidats, on a fait un travail de présélection pour proposer au jury 23 projets, donc autour de 4 jurys sur une journée. Et vous aurez tout à l'heure la présentation des 4 lauréats qui ont été sélectionnés, difficilement, puisqu'à chaque fois, il y a quand même une grande qualité de candidats. On a hâte de les découvrir. On termine en disant que ce travail à la fois de détection, ce travail du jury et puis ce travail d'accompagnement, ensuite, il ne se fait pas sans soutien. Tout à fait, avec les partenaires de Chrysalide, hein, que je remercie à nouveau, l'écosystème régional. On voit que
les structures, il n'y a pas que des structures qui font de l'accompagnement à l'environnement, à la transition écologique. Maintenant, c'est toutes les entreprises d'accompagnement des entreprises qui travaillent sur les sujets de transition et qui nous aident à identifier ces beaux projets. Donc, merci à vous et à eux. Merci Alexandre. On va passer maintenant dans le dur du sujet avec notre première catégorie, nouveaux usages, nouveaux modèles. Je vous explique comment ça se passe. Je fais monter les remettants, ils nous dévoilent qui gagne le prix, on regarde la vidéo, les lauréats montent sur scène et on a les nommés en vidéo ou pas, Marion? Je ne sais plus. Oui, tout à fait. Donc, dans cette catégorie, je vais demander à Jacqueline Roisil de l'ADEME et Marc Postnik de EDF Bretagne de me rejoindre, si vous voulez bien. Et pendant que vous nous rejoignez, on va découvrir donc les nommés dans cette catégorie nouveaux usages, nouveaux modèles. Donc, suspense. Marc et Jacqueline, vous avez l'enveloppe qui contient le nom de notre lauréat. On ne fait pas durer le suspense. Dites-nous tout. Le lauréat est e-cerveau. e-cerveau, bravo à Aurélien Le Breton qu'on va recevoir dans un instant, mais tout de suite, voilà. On va regarder la vidéo de notre lauréat et il nous rejoint dans un instant. Vous connaissez les smartphones reconditionnés? Chez e-cerveau, on fait des servomoteurs reconditionnés. Nous, notre métier, c'est faire de l'économie circulaire et du réemploi dans la maintenance industrielle. On propose donc l'échange standard et de la fourniture de servomoteurs reconditionnés. On est un peu le back market du servomoteur, quoi. Voilà. Dès qu'il y a un mouvement dans l'industrie, sur une machine, un centre d'usinage, un robot ou n'importe quelle machine qui existe, il y a forcément un servomoteur qui est associé. Et pour chaque mouvement, il faut au minimum un servomoteur. On a beaucoup de produits, c'est polluant parce que il faut de l'aluminium, il faut du cuivre et surtout il faut des terres rares pour faire les aimants. Alors c'est une estimation parce qu'on n'a pas encore les chiffres officiels, mais on est autour de 120 kg de CO2 en moins sur un moteur reconditionné par rapport à un moteur neuf. Nous on les approvisionne chez des entreprises qui sont spécialisées dans le démontage d'usines ou démontage de chaînes. On démonte tous les servomoteurs, on les nettoie. On change les pièces d'usure, donc tout ce qui est roulement, joint, etc. On contrôle tout ce qui est pièces de sécurité comme le frein. Et la partie asservissement, on la remplace systématiquement par une pièce neuve parce que c'est elle qui sert à faire fonctionner le moteur. En fait, c'est un peu le côté cerveau du servomoteur. Nous, on les modifie à la demande. Donc, c'est-à-dire qu'un client, quand il nous appelle, il nous donne le type exact qu'il veut. Et nous, à partir des pièces qu'on a en stock, c'est à nous d'assembler exactement le moteur qu'il veut à la lettre et au chiffre près, quoi. Tout est testé, on se doit d'être fiable au maximum puisqu'on fait 60% du chiffre à l'export, donc on ne peut pas se permettre d'envoyer quelque chose qui n'est pas fonctionnel, quoi. Les clients, c'est toutes les industries, hein, ça va être l'agroalimentaire, pharmaceutique, automobile, aéronautique, plasturgie, papeterie, voilà, toutes les industries. Le futur, c'est on veut rester une petite entreprise à taille humaine, donc on ne dépassera jamais 10 salariés. Et l'idée, c'est de toujours progresser et puis se faire connaître de plus en plus, surtout en France, et puis faire changer les mentalités, quoi. Consommer mieux, c'est important. On a aménagé nos locaux avec des containers recyclés, des containers maritimes. Ça nous a permis d'avoir encore un côté réemploi. On est allé plus loin parce que même les faux plafonds pour aménager, c'est du faux plafond de réemploi. Les sols, c'est du PVC recyclé. On réutilise 90% de nos emballages. Quand on ne peut pas les réutiliser, ils sont broyés. Ils nous servent à caler les moteurs dans les cartons. Puis quand on fait de l'échange standard, on envoie ça dans les caisses en bois. Ce qui fait que le client, lui, il a juste à remettre son moteur défectueux dans la caisse en bois et nous la renvoyer. Voilà. Donc aujourd'hui, on recycle quasiment 99% de nos déchets.
Voilà un tel projet, ça s'applaudit. On va demander à Aurélien Le Breton de nous rejoindre. Aurélien, venez. Félicitations à vous et à vos équipes. Voilà un business model donc basé sur le réemploi qu'on applique à soi-même au sein de l'entreprise. Venez, vous allez vous mettre en pleine lumière. Merci. Voilà, une aventure cohérente, hein, puisque vous appliquez aussi à ce qui se passe dans l'entreprise cette notion de réemploi. Est-ce qu'on peut parler de la genèse un petit peu d'Iservo? C'est une entreprise qui existe depuis 2022. Comment vous en êtes venu à la créer? Donc moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise qui faisait de la réparation de servomoteurs. Et l'idée, c'était de faire différent, en fait, plutôt que de continuer le process de réparation qui peut être long, voire coûteux, et même parfois qui n'a pas de solution. Donc nous, on propose des solutions rapides, économiques, écologiques. Donc voilà. Et qui ont su convaincre parce que, vous le disiez, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, malheureusement, je vais dire, à l'export. En France, il faut changer les mentalités. C'est très compliqué. C'est un peu le gros chantier, C'est finalement. le très gros chantier. Donc quand j'ai affaire à des jeunes acheteurs ou responsables maintenance fraîchement nommés, ça va. Dès qu'on est sur des générations, on va dire, plus datées, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, bon, bah, ça c'est dit, voilà. Du coup, comment on arrive à faire changer tout ça? Parce que voilà, il faut essayer de convaincre que ça fonctionne. Et bien là, c'est encore une question de génération. Nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux et ça nous permet de toucher justement la clientèle qu'on souhaite. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître depuis 2 ans et demi. Oui, pas de commerciaux qui On sillonnent n'a les pas de routes. commerciaux sur les routes, donc ça a un impact positif sur l'économie, mais sur l'écologie aussi. Et on se fait connaître voilà, que de manière dématérialisée, sauf des fois, on profite, comme là, par exemple, demain, je vais aller visiter des clients, mais sinon, on ne se déplace pas. On se déplace peu, effectivement. Ouais. On arrive à convaincre par ce système des On convainc réseaux. par la qualité, la réactivité, et puis voilà. Et puis cibler les bonnes personnes dans les entreprises, ça Ouais. c'est quelque chose qui est très important. C'est super important, c'est aussi ce qui est le plus compliqué à trouver. Et pousser les barrières aussi du standard téléphonique pour accéder à la bonne personne. Voilà, donc ça prend du temps, on imagine forcément. Oui. Pour convaincre, il faut aussi prouver que les produits que vous proposez, donc reconditionnés, c'est fiable. Oui. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. On a tous la mauvaise C'est expérience du smartphone ouais, en seconde ouais. main qui, au bout de 6 mois... C'est pas toujours le cas, à savoir que nous, en plus, ça a marché sur des produits qui sont relativement chers. Donc forcément, ça donne des envies. Et il y a beaucoup de sociétés, de plus en plus, alors assez peu en France, mais qui proposent du four reconditionné, c'est-à-dire c'est du matériel qui a été testé, repeint. Donc c'est fonctionnel, mais c'est pas reconditionné, quoi. Donc qu'est-ce qui fait vraiment? Vous l'expliquez quand même dans la nous, vidéo. on démonte entièrement les moteurs, on change toutes les pièces d'usure, on change les pièces de sécurité, les pièces les plus importantes. Bon, après, on ne change pas tout non plus, hein. Il y a 80% du moteur qui reste d'origine. Mais c'est surtout le côté test qui change la donne, notamment, et puis le côté durable des pièces neuves, comme les roulements à billes ou des choses comme ça. On se permet même sur certains moteurs de supprimer quelques conceptions un peu douteuses pour leur permettre de durer plus longtemps que des matériels neufs. Voilà. Alors vous dites nous, Aurélien, parce que vous n'êtes pas tout seul dans Non, cette on n'est pas aventure tout seul. Maintenant, on est 6 personnes. 6 personnes. Voilà, on a commencé à 2 en 2022. Donc, ce qui est plutôt un signe de bonne croissance de l'entreprise. Voilà. Mais vous le disiez, il faut faire changer les mentalités. Il Oui. faut aussi accompagner les collaborateurs qui viennent chez vous à travailler comme vous l'entendez, à les former sur ces techniques-là. Oui, donc au début, même là où je travaillais avant, on a essayé avec l'apprentissage, ça fonctionne bien, ou des jeunes sortis d'école avec des diplômes d'électrotechnique ou de maintenance. Malheureusement, aujourd'hui, les formations, elles ne forment pas les jeunes sur l'industrie. Voilà. Un BTS électrotechnique, il sort, il va savoir vous poser des alarmes incendie, de la domotique dans une maison, mais il ne saura absolument pas dépanner une machine-outil. Voilà. Donc nous, on doit les former. Et au final, en tout cas, ça reste mon avis personnel, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus patient avec des jeunes qui voulaient bosser mais qui ne connaissaient rien, qu'avec ceux qui étaient censés connaître quelque chose et qui, au final, n'avaient pas les connaissances requises. Ouais, donc dans l'entreprise, il y a des gens qui n'étaient pas du tout du métier, qui sont arrivés. arrivés. Je prends mon technicien d'atelier, il a fait un bac pro biotechnologie, puis après, il a fait une fac de psycho, et aujourd'hui, il répare des servomoteurs. Voilà. Voilà, tout mène au cerveau moteur, tout peut mener au cerveau disons moteur. Que le jeune, sur sa ligne de CV, c'était moi, le week-end, je répare des mobylettes, ça m'a suffi. Voilà. Voilà, il y Juste un avait jeu qui déjà bricole. l'envie de la bricole, c'est Voilà. déjà ça. Voilà. On va vous féliciter, Aurélien Merci. Le Breton, ainsi que toute l'équipe de
e-Cerveau pour ce beau prix Chrysalide. Merci beaucoup. Jacqueline et Marc, on va dire un petit mot parce que vous avez souhaité remettre le prix à cette entreprise en particulier. Peut-être Jacqueline, vous démarrez. Alors, de façon très concise, bravo vraiment à vous pour votre parcours et ce que vous proposez aujourd'hui à l'industrie, secteur majeur de notre société. En un mot, votre solution, j'ose le mot, tant pis, vraiment révèle, illustre que le levier de la sobriété matière avec du reconditionnement, vous êtes dans le vrai. Enfin, moi, je suis convaincue d'une solution comme celle-ci. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner au mieux pour que vous trouviez à la diffuser assez largement. Merci. Et Marc. Oui. Chez EDF, nous sommes un acteur industriel important de la décarbonation de l'économie, mais nous savons aussi que la transition, et je crois qu'on a eu un bel exemple ce matin, la transition énergétique, elle ne se fera pas sans une transformation en fait, de nos modèles. Et en fait, ça passe par l'économie circulaire, en fait, l'intelligence de la réparation et puis la valorisation de l'existant. Et ce que vous faites en fait, au travers d'e-Cerveau, pour nous, c'est une innovation donc, au service de l'industrie, et c'est aussi important, de la performance et puis de la planète. Donc une réponse concrète à nos différents enjeux. Puis peut-être pour conclure, je voudrais faire un petit jeu de mots, je ne résiste pas, parce que ce prix revient en fait à un cerveau virtuel, mais c'est bien un cerveau réel, en fait, je dirais, on l'a vu au travers de votre activité, donc ancré dans le concret, donc qui fait tourner l'industrie dans le bon sens. Donc bravo. Merci Marc Posnick, Jacqueline Roisil pour ces mots. On va poser les micros, on va attraper un trophée et on va le remettre, si vous le voulez bien, à Aurélien. On va le faire sous vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et en pleine lumière, venez tous les trois pour vous mettre, voilà, ici, que la photo soit belle. Voilà, e-Cerveau lauréat pour cette édition 2025 dans la catégorie nouveaux usages et nouveaux modèles. Je vous invite à regagner la salle. Partez pas trop loin parce qu'évidemment, vous vous en doutez, il y aura une petite photo de famille à l'issue de la cérémonie. Donc, on va maintenant tout de suite passer à la deuxième catégorie de notre cérémonie, l'économie circulaire. Pour nous dévoiler les lauréats ou le lauréat, j'appelle Bénédicte Hougron de la Dréal et Karine Châtel de la Banque des Territoires. Mesdames, je veux bien que vous me rejoigniez sur scène. On va découvrir les nommés en vidéo. Voilà, on va le savoir tout de suite. Qui est l'entreprise lauréate dans cette catégorie? Mesdames, je vous laisse vous avancer, si vous le voulez bien, un petit peu plus au centre de la scène, ouvrir l'enveloppe et nous dire qui remporte ce prix de l'économie circulaire. Alors, le lauréat est Granulo. Granulo, félicitations à eux. Un trio pour cette entreprise que nous découvrons tout de suite à travers leur portrait en vidéo. Vous connaissez les briques cuites? Nous, on en fait des crues. Granulo, c'est un bureau d'études spécialisé en éco-construction et une entreprise de maçonnerie. On est basé à Béton, au nord de Rennes, et on regroupe des compétences à la fois en conseil, en conception et en chantier.
sur des champs qui peuvent être assez larges d'une part, mais aussi très spécialisés, comme de l'expertise en structure, en thermique ou en direction et exécution de travaux. Alors, Granulo Maçonnerie, on est sous-traitant ici de ce chantier. On a donc remporté avec le mandataire un appel d'offres d'une extension d'école. Du coup, on a 2800 briques qui ont été faites. Et donc, on a des briques en cours de séchage, on a des briques qui sont retournées. Et donc là, elles sèchent en 2-3 semaines, quoi. C'est hyper rapide. C'est vraiment un mélange très simple de terre et de paille. On a notre moule qu'on mouille un peu, qu'on trempe. On met notre terre dedans, on aplatit le haut, on enlève le surplus de matière, on va dire. Et puis on démoule. C'est en fait en quelques secondes, on a une brique, quoi. On a passé 3 semaines avec une équipe entre 2 personnes et 6 personnes par jour pour faire 2800 briques. Thermiquement, la terre, elle apporte énormément de choses. Soit on choisit de partir sur une technique qui est légère et donc où on va mettre beaucoup de fibres et donc on va plutôt partir sur une isolation. Soit au contraire, on va miser sur la masse et on va partir sur un apport d'inertie. Elle va aussi être en capacité de réguler l'hygrométrie. Acoustiquement, elle a aussi de grandes qualités. Et puis, au niveau de nos sens, rien que juste le confort de la vue, ça repose. On va toucher, ça va nous apaiser en fait. Le coût du matériau, quand on le met en œuvre, c'est un coût réel. Il n'y a pas de coût caché de recyclage, de déchets ou de pollution induite par la production de ces matériaux-là. En fait, ils sont plus chers à l'achat, certes, mais on arrive à les amortir sur des logiques de long terme, en particulier quand on pense à la préservation de l'environnement ou aux questions de santé. Sur les ouvrages qu'on va concevoir et qu'on met en œuvre également, l'ordre de grandeur de l'impact environnemental qu'on a, c'est en gros une division par 20, tout en apportant des services supplémentaires. Et ça, c'est le grand avantage des matériaux biosourcés et de la terre en particulier, qui collabore très très bien avec ces matériaux. Voilà pour ce projet Granulo et on accueille, si vous le voulez bien, Johan Bois, Marion Topin et Frédéric Bourgeon, s'il vous plaît. Rejoignez-nous. Voilà, je pense que ça a donné envie à tout le monde d'aller au moins prendre l'ambiance dans une maison en terre. Vous l'avez très bien vendu, Marion. Bon, je crois que c'est Johan qui va se prêter à l'exercice parce qu'il a travaillé le pitch. Mais merci à tous les trois parce que je sais que vous ne manquez pas non plus d'activité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je voudrais, Johan, que vous nous parliez, au-delà de la genèse du projet, peut-être de pourquoi vous avez choisi de le monter avec cette articulation de 3 activités finalement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est assez content d'être là. Merci. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'articuler, on va dire, le chantier et la conception en particulier? C'est qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et que quand on travaille avec un système conventionnel, on a un gap qui se crée en fait, au moment où on passe la conception vers la réalisation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des écueils. Et aujourd'hui, les matériaux avec lesquels on travaille, nous, ils sont intrinsèquement liés au mode de mise en œuvre, à la pratique, à l'organisation du chantier. Et si on n'a pas ça dans notre processus de réflexion au départ de comment est-ce qu'on conçoit le bâtiment, on sait que ça ne marche pas. Donc en fait, on a pris le parti de se dire qu'on faisait les deux en même temps, comme ça on était sûr d'y arriver. Global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste finalement l'éco-construction et puis peut-être pourquoi vous avez choisi d'en faire votre positionnement dans l'univers du bâtiment? J'ai pas 2 heures. Non. Mais oui, ça mériterait sans doute. Ouais, on fait un peu de formation aussi, si ça vous intéresse. L'éco-construction, en tout cas pour le dire en 2 mots, c'est nous, notre approche, c'est de travailler avec des matériaux naturels. Donc si vous souhaitez découvrir un peu les matériaux avec lesquels on conçoit ou on travaille au quotidien, on a un stand, vous pourrez venir nous voir tout à l'heure. Et après, ta deuxième question, c'était ? Pourquoi vous avez choisi de vous positionner sur l'éco-construction avec vos bagages respectifs, finalement ? Je pense qu'au départ, c'est par valeur et par conviction. Je pense qu'il y a un truc comme ça, je parle pour mes 2 collègues. Oui, je vois que ça opine. Je demande au cas où, mais je ne pense pas me tromper en disant ça. Vous parliez de matériaux biosourcés. Arthur Keller en a parlé aussi tout à l'heure. Je crois qu'il y en a un que vous préférez peut-être. On a une petite idée, ouais, c'est ça. C'est toujours assez rigolo de dire que le matériau biosourcé qu'on préfère, c'est la terre crue, parce que ça n'est pas un matériau biosourcé par définition. Il est plutôt géosourcé. Mais voilà, comme Frédéric le disait dans la vidéo, c'est un très bon allié. Et donc, nous, c'est le matériau
qu'on affecte particulièrement, et c'est ce qui nous a fait aussi à un moment donné se dire qu'on était plutôt maçon que charpentier dans l'âme. Et maçonne d'ailleurs. Ouais, on voit que On est en effectivement. équipe mixte, oui. Un petit mot sur vous le disiez, vous êtes content d'être là. Pourquoi vous avez choisi de candidater à Chrysalide finalement? C'était un peu, c'est marrant parce que Arthur Keller l'a dit tout à l'heure, c'est a priori construire en bois, en paille, en terre, c'est des trucs de beatnik qu'on fait au fond de la cour ou qu'on fait dans des endroits qui ne sont pas très conventionnels. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on construit des lycées en bois et en paille, on construit des groupes scolaires en terre crue, on construit tout un tas de bâtiments, essentiellement des bâtiments publics, mais aussi des logements, qui s'inspirent en fait de techniques constructives, on va dire, traditionnelles qu'il faut remettre au goût du jour. Donc nous, on a cette volonté-là de travailler dans un écosystème qui participe à la reconnaissance de procédés et techniques constructives qui ont fait leurs preuves et qui continuent à les faire. Ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième, je dirais que ces matériaux-là, ils nous permettent vraiment d'appréhender un nouveau paradigme de comment est-ce qu'on questionne le secteur du bâtiment demain. Et ça nous permet, nous, de nous positionner à la croisée entre des mondes qui peuvent être militants pour certains, mais aussi tout un écosystème qui a besoin de changer de manière de faire. Et on cherche à être un lien entre toutes ces cultures-là. Eh ben, vous le faites plutôt bien, donc c'est une bonne chose. On parle des perspectives de développement de l'entreprise. Vous dites, on est prudent. Ouais, on est prudent. Offensif, mais prudent. On est prudent, ouais, on est prudent parce que on évolue dans un secteur, le secteur du bâtiment, qui est pas toujours très solide, ou en tout cas qui a montré des signes de fragilité ces derniers temps. Aussi parce qu'on travaille beaucoup sur des marchés publics et on sait qu'avec les échéances électorales qui vont venir, il va y avoir un ralentissement du rythme aussi dans la commande. Et puis parce qu'on a aussi une part de notre activité qui est tournée vers la recherche et le développement, et en particulier dans des logiques de bien commun. Donc on travaille en lien avec des structures pour aller chercher du financement public essentiellement, et on sait que c'est des mannes qui ont tendance à se raréfier. Donc prudent, oui, et puis en même temps confiant, parce qu'en fait on a bien compris que les solutions qu'on apportait et qu'on souhaitait porter, c'était des bonnes solutions. Donc merci de nous soutenir et de nous accompagner pour ça. Merci à vous, et on rappelle que, comme tous les lauréats Chrysalide, vous avez un espace où on peut venir vous rencontrer, discuter avec vous. On va vous applaudir, vous féliciter une nouvelle fois. Restez là si vous voulez bien. Je vais me tourner vers Bénédicte et Karine. Vous allez nous rejoindre sur le centre de la scène, nous dire aussi pourquoi vous avez eu envie particulièrement de remettre le trophée à Granulo. Alors, on va s'avancer, parce que plus ça va, plus on recule. On va finir derrière le rideau, là. On commence avec vous, Bénédicte. Ce que je trouve intéressant là sur cette entreprise et pourquoi on a voulu remettre ce prix, c'est un petit peu ce côté où ils vont du début à la fin de la chaîne. Ouais. Donc à la fois de la recherche et développement, du développement de produits, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la coopération avec des entreprises, et puis jusqu'à mettre la main à la pâte et à construire vraiment, plus un aspect intéressant qui est quand même de faire des formations qui ne sont pas trop développées là. Et on sait que le bâtiment étant un secteur un petit peu en difficulté, et puis qui nécessite aussi un changement de paradigme pour pouvoir utiliser ces matériaux, c'était intéressant. Ouais, voilà. Partager en tout cas ce savoir. En tout cas, il coche beaucoup de cases par rapport à M. Keller. Je pense qu'il sera fier d'eux. Et en particulier, tout ce qui est aussi local et ancrage local et développement de coopération. Merci à vous, Bénédicte. Karine Châtel pour la Banque des Territoires. Oui, je suis particulièrement contente de remettre ce prix, surtout que j'ai pu voir le chantier et voir toute l'énergie positive qui s'en dégage, comme quoi tout n'est pas perdu, tout n'est pas sinistre. C'est vraiment quelque chose d'exemplaire et de vertueux. Et nous qui accompagnons beaucoup la construction et la rénovation, notamment, ça c'est vraiment un axe important, de pouvoir intégrer des matériaux biosourcés et géosourcés. C'est vraiment important, et j'allais dire que c'est un peu nouveau pour certains pans. Comme on disait, l'écosystème n'est pas encore tout à fait formé, et donc on compte sur vous. Voilà, il y a du pain sur la planche. On va vous remettre de manière officielle votre trophée, mesdames. Je vous laisse attraper
ils sont tous, c'est tous les mêmes. Voilà. Vous allez pouvoir le remettre de manière officielle et vous avancez pour voilà, la photo. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Bénédicte, voilà, vous pouvez vous avancer. Félicitations à cette belle équipe et à l'énergie positive dont parlait Karine il y a un instant. Bravo à vous. Je vous laisse regagner la salle si vous voulez bien. Et on va maintenant découvrir qui sont les lauréats dans notre 3e catégorie. Pour ouvrir l'enveloppe et remettre le trophée, je vais demander à Sonia Lecor du Crédit Mutuel de Bretagne et Régis Marbeuf de la Banque Populaire Grand Ouest de me rejoindre pendant que nous découvrons les nommés de cette catégorie. Voilà, je vais vous demander, si vous voulez bien, Sonia et Régis, d'aller au centre de la scène en prenant un petit micro et de nous dire qui remporte le prix dans cette catégorie. Alors, le lauréat dans cette catégorie est durable. Durable, ben voilà, c'est dit. J'ai demandé, on va les accueillir dans un instant, Nicolas et Marie, mais tout de suite, on regarde la vidéo pour comprendre ce que fait Durable. Vous connaissez le vrac dans votre magasin bio, et bien nous on propose la même chose pour les restaurants. Durable est un grossiste alimentaire en consigne dont l'un des objectifs est de réduire les emballages dans le domaine de la restauration privée. Donc nous on travaille avec les restaurants, les cafés, hôtels, restaurants sur la Bretagne et on leur propose d'être livrés en épicerie sèche dans des contenants consignés, dans des boîtes plastiques étiquetées qu'ils n'ont plus qu'à ranger dans leur placard de cuisine et du coup ça évite les emballages. On va nous de notre côté acheter des gros formats et on va reconditionner au poids qu'ils choisissent d'acheter et donc on va éviter ainsi les déchets supplémentaires. On a près de 500 références, beaucoup d'épiceries sèches, donc des féculents, des légumineuses, des farines, des sucres, qui sont très utilisés évidemment en cuisine, en pâtisserie. Et on va aussi proposer une gamme d'épices, on va proposer des produits asiatiques, on va proposer aussi des produits ménagers en vrac, donc des produits liquides qu'on va reconditionner en bidon ou en bouteille. L'objectif, c'est de réduire les déchets, mais aussi de valoriser les producteurs locaux. Par exemple, notre minoterie qui fabrique les farines, qui est à Bru, donc à moins de 10 km de nos bureaux. On va avoir Vallée Torréfaction, qui est un torréfacteur en Ille-et-Vilaine. On va avoir des vinaigres de cidre, on va avoir aussi des épices qui sont assemblées à Radon, donc près de Vannes. Des petites marques locales qui essayent de se lancer et qui cherchent des biais de distribution. C'est une logistique bas carbone puisqu'on vient compléter une logistique existante, celle des facteurs qui tournent tous les jours dans toutes les rues de France. On confie une boîte qui a donc un prix, au prix de 8 € à un restaurateur. Lui, il va utiliser le contenu et quand il va avoir terminé le contenu de cette boîte, il va nous la rendre à sa prochaine livraison. Et ça va nous permettre, nous, de rendre sa consigne à ce moment-là et de réutiliser la boîte pour une autre commande pour un autre client. Aujourd'hui, on travaille avec 90 restaurants sur l'Ille-et-Vilaine et Nantes principalement, avec l'objectif de s'étendre sur toute la Bretagne sur 2025, mais aussi sur peut-être 2 autres régions françaises en 2026, mais avec toujours l'ambition de rester durable et local. Notre ambition aujourd'hui avec Durable, c'est évidemment de limiter les déchets, mais aussi de montrer une nouvelle manière de consommer qui existe beaucoup pour les particuliers, mais qui est très peu proposée aux professionnels. Donc on espère que, voilà, avec Durable et en grandissant, on puisse montrer qu'il y a une autre manière de fonctionner dans la restauration privée, la restauration commerciale. Voilà, Nicolas Perrin, Marie Boudéenne qui vont nous rejoindre et qu'on peut applaudir. Voilà, quelle belle idée que celle de Durable. Vous en parlez tous les deux très bien. Et on sent la conviction et la foi dans un projet
dont vous n'êtes pas à l'origine, et on va y revenir. Vous êtes habillé pareil que dans la vidéo? C'était pour être sûr qu'on vous reconnaisse, c'est ça? D'accord, je comprends. Allez, venez, on va se mettre. Je vous laisse attraper un micro si vous le voulez bien, et vous allez tous les deux nous en dire un petit peu plus sur ce projet. Justement, peut-être, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre cette entreprise qui était donc existante, durable? C'était il y a 1 an à peu près. Nicolas, je commence avec vous. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup. Merci à tout le monde et surtout à Bretagne Compétitivité d'avoir organisé cet événement qui met en avant des solutions qui font du bien. On a quand même besoin d'espoir aussi en ce moment. Et justement, c'est aussi parce qu'on avait le sentiment que cette société qui existe depuis 5 ans maintenant n'était pas allée au bout de son projet complètement, était au bord du dépôt de bilan quand on l'a repris avec Marie et quelques autres associés il y a 1 an. Qu'il y avait encore des choses possibles, et notamment la possibilité de s'étendre et de ne pas travailler uniquement sur Rennes, comme c'était le cas préalablement, mais de travailler notamment avec Logissimo, notre partenaire logistique, donc la Poste, la partie B2B de la Poste, et bien vers d'autres régions, ce qui permet d'aller chercher des early adopters un petit peu partout, plutôt que de se concentrer sur une zone avec des restaurants. Il est extrêmement important, ce partenariat, vous le disiez Nicolas, mais pour poursuivre sur ce sujet-là, on disait on ne fait rien de bien tout seul, il faut qu'on soit dans des écosystèmes. C'est vraiment ça qui va garantir le succès de la formule finalement. Enfin, c'est un des maillons en tout cas très important. Clairement aujourd'hui, on est vraiment très fiers et heureux de travailler avec Logissimo. C'est un acteur public, donc c'est un partenariat public-privé aussi qui fonctionne. La puissance logistique de la Poste est énorme. Il passe tous les jours dans toutes les rues de France. Et donc c'est à la fois de compléter des tournées, ce qui accessoirement peut aussi sauver quelques emplois puisque leur volume d'activité a tendance à diminuer. Le tout en ayant une mobilité très décarbonée puisque déjà existante, donc on va faire beaucoup mieux aujourd'hui en matière de mobilité. Marie, vous le dites, il y a cette notion, pas que, mais de réduction des déchets, on en produit trop, c'est une certitude. S'attaquer, somme toute, à la restauration collective, entre guillemets, c'est un sacré changement de mentalité aussi de leur côté qu'il faut essayer d'insuffler. Comment vous faites ça? Comment vous allez démarcher? Il y a déjà 90 établissements qui travaillent avec vous, il faut aller en chercher plus pour que ça fonctionne. Comment vous arrivez à convaincre? Alors moi déjà j'ai découvert durable parce que j'étais en cuisine avant. J'ai passé quelques mois en cuisine chez certains de nos clients justement. Et en fait je me suis rendu compte que ils avaient trouvé une solution qui était celle de durable que j'avais jamais découvert dans d'autres établissements ou pendant ma formation de cuisine. Et du coup voilà, je me suis dit mais c'est un projet génial, il mérite d'être développé, et c'est là que j'ai rencontré Nicolas. Donc aujourd'hui je leur parle simplement de mon expérience. L'avantage de notre solution c'est qu'elle est évidemment écologique, mais avant d'être écologique elle est aussi pratique pour les restaurateurs. Donc en fait elle est durable dans le temps parce que ça ne va pas être un effort supplémentaire pour eux. Comme vous l'avez vu, c'est bien rangé, c'est étiqueté, c'est propre, c'est hygiénique, ça conserve mieux les aliments. Donc en plus de ça, ça a une durabilité puisque en fait, une fois qu'ils ont adopté le modèle, ils sont fidèles parce qu'ils sont convaincus tout simplement. Il faut qu'ils adoptent le modèle. Il faut faire le premier pas en fait pour le tester. Il ne faut pas faire de l'écologie qui soit ou punitive ou obligatoire, selon moi. Il faut faire une écologie qui est pratique pour qu'elle dure dans le temps et qu'elle soit vraiment adoptée pour les bonnes raisons aussi. Et d'ailleurs, si vous connaissez des restaurateurs, on a un petit stand dans la salle. Voilà, on a dit qu'on était là aussi pour faire de l'échange et partager les bonnes pratiques. Juste, aujourd'hui, c'est quoi le défi majeur pour durable, pour que ça soit durable? Alors, on en a beaucoup. Pour un grossiste alimentaire, il faut grossir. C'est aussi ce qui permet d'avoir des meilleurs prix à l'achat et d'augmenter sa rentabilité. On a aussi un vrai sujet sur les outils numériques, sur la gestion de la consigne dans les outils numériques. On parle beaucoup du développement de la consigne. C'est aujourd'hui très développé dans le système de la boisson, mais on voit bien que aussi bien les outils comptables que les outils de gestion de stock, que les outils de place de marché n'intègrent pas par défaut la consigne, et du coup, ça nous prend énormément de temps. Et donc, on a en tout cas en ce moment une recherche de subventions pour nous accompagner sur ces aspects-là afin d'intégrer des solutions qu'on pourrait éventuellement développer en open source aussi et mettre à disposition d'autres.
écoutez, c'est noté. Est-ce que Marie, vous voulez compléter sur les défis ou c'est... Les défis, je pense que nous, on a trouvé aujourd'hui des fournisseurs, des producteurs qui jouent le jeu, qui nous proposent des gros conditionnements qu'on peut du coup reconditionner, enfin qu'on peut du coup partager pour tous les restaurants. Mais on a aussi des produits qu'on ne trouve pas du tout en reconditionné. C'est le cas de l'huile, par exemple, qui est pourtant très utilisée chez les restaurateurs. Mais on n'a aucun fabricant d'huile en France qui nous fait des bidons, qui veut bien récupérer pour jouer le jeu aussi de la consigne. Donc un des défis, c'est de trouver aussi des fournisseurs, si vous en connaissez, qui seraient capables de nous accompagner et qu'on serait capable de distribuer auprès des restaurants. On n'hésite pas à venir vous voir donc, à l'espace des Chrysalides tout à l'heure. Merci à vous deux. On va vous remettre le trophée. Je crois que pour vous, Nicolas, c'est une journée un peu spéciale. Déjà parce que c'est votre anniversaire. Ah non. Si. Et puis en plus, parce que c'est pas la première fois que vous montez sur la scène du trophée Chrysalide. C'était il y a 10 ans, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais eu la chance, le plaisir de gagner ce trophée en tant que cofondateur de Phoenix, Brace Phoenix à l'époque, donc une entreprise de lutte contre le gaspillage il y a 10 ans, et une entreprise qui continue et qui récupère les invendus de la grande distribution à destination de l'aide alimentaire, qui génère 200 000 repas jour. Et à l'époque, on était tout petit quand on était monté sur cette scène. Et voilà, donc et je le souhaite aussi à d'autres, des projets qui peuvent grandir et devenir la norme, et c'est ce qu'on souhaite. Et il y a de l'espoir, et il y a des perspectives, on le note. Et puis vous savez ce qu'on dit, jamais 2 sans 3. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si je serai encore là dans 10 ans, mais en tout cas, voilà. On va vous applaudir une nouvelle fois. Et puis, je vais vous demander, Régis et Sonia, de nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix. Je vous invite à regagner le centre de la scène. Voilà, vous faites le choix de remettre le trophée à Durable. Félicitations déjà. Je fais partie de la Banque Populaire, je représente la Banque Populaire Grand Ouest. On est partenaire des Chrysalides depuis des années. Et moi, je prends toujours plaisir à participer au jury de sélection des candidats. Donc j'y étais, je vous ai vu, et j'avais particulièrement apprécié aussi le pitch et puis l'entrain, l'allant. Après, au-delà de ça, moi, c'est des projets qui me parlent parce que c'est des projets concrets, à impact, on comprend bien le business model, on voit directement ce qui se passe. Et perso, si j'étais un restaurateur, je ferais appel à vous. Donc félicitations. Bon, si vous en connaissez déjà, Régis, c'est pas mal, vous en parlez. Hein. Sonia Lecor. Oui, je suis très heureuse pour le Crédit Mutuel de Bretagne de vous remettre ce prix aujourd'hui. Alors, il coche beaucoup de cases ou beaucoup de branches, comme dirait Arthur Keller. Moi, j'anime la finance durable au Crédit Mutuel de Bretagne pour les pros. Vous vous appelez durable. Je n'ai pas très bien compris si le mot était le bon. En tout cas, bravo, parce que c'est un vrai exemple de partenariat local, intelligent, duplicable sur d'autres territoires, une vraie économie de la coopération. Donc, je pense qu'on dépasse un peu la tisane et le Doliprane, ça je pense. Et c'est vraiment le type de projet que souhaite accompagner le Crédit Mutuel de Bretagne, notamment, par exemple, dans notre trophée des idées neuves, qui est encore ouvert aux candidatures jusqu'au 12 juillet. Et c'est vraiment le fait de pouvoir cocher plusieurs mérites, que ce soit les déchets, la mobilité douce, les coopérations avec un réseau déjà existant. Donc bravo et belle route à Durable et dans toutes les villes de France. Merci à vous, Sonia. On va vous remettre de manière officielle le trophée. Vous allez vous avancer tous les 4 dans la lumière et on va pouvoir vous applaudir une nouvelle fois pour cette récompense dans cette catégorie consommation responsable. Il nous reste une dernière catégorie dans ces trophées Chrysalides, celle des territoires durables. Pour remettre ce prix, je vais demander à Laurence Fortin, à François Rouault et à Romain Cuculi de venir me rejoindre ici sur scène pendant que nous découvrons qui sont les nommés dans cette catégorie territoire durable.
Voilà, 3 remettants pour cette catégorie des territoires durables, c'est pas étonnant, en région Bretagne, Rennes Métropole et puis le village by CA. Je vous laisse vous avancer tous les 3 si vous voulez bien, et je vous donne un micro, parce que ce serait ballot qu'on n'entende pas, qui remporte le trophée territoire durable. Alors, le lauréat est BioApp. BioApp, voilà, Maxence, Seyri et Gaston Delaz que nous accueillons dans un instant, mais on découvre tout de suite le portrait en images. À l'aide de nos granulés blancs innovants, nous sommes capables de traiter les métaux lourds des eaux usées. On valorise un sous-produit industriel qu'on vient transformer en des petits granulés pour venir traiter des eaux usées industrielles et plus spécifiquement traiter les métaux qu'il y a à l'intérieur pour venir respecter les normes de rejet qui sont en place chez ces industriels. Donc le gros de notre savoir-faire, c'est comment transformer ces déchets en granulés capables de filtrer les eaux usées. Donc c'est un procédé sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qu'on a breveté également. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une solution à moindre coût, de manière compétitive, pour adresser le traitement de ces eaux usées. Ces granulés qu'on fabrique, on les met en œuvre dans des bonbonnes filtrantes, dans des grosses bonbonnes, et on fait circuler l'eau à travers la bonbonne, et au contact des granulés, l'eau elle vient se décharger de ces métaux. Ça concerne tout type de secteur, mais principalement ceux qui vont venir travailler les métaux, comme le traitement de surface, la sidérurgie ou voilà, ce type d'industrie, mais ça peut quand même toucher tous les secteurs industriels, même l'agroalimentaire. Aujourd'hui en Bretagne, il y a environ 25% des cours d'eau qui sont en bon ou très bon état écologique, ce qui est bien insuffisant. Et donc l'industrie, mais pas que ce secteur-là, se doit de se réinventer, de se transformer pour rendre durable aussi ces cours d'eau. On se rend compte que les impacts sur les milieux, ils sont bien présents et donc les normes se durcissent et les technologies ne sont plus à la hauteur de ces normes. Donc il y a un vrai besoin de revoir le traitement de l'eau en France et un peu partout aussi en Europe, avec une vocation aussi à réutiliser ces eaux usées pour réduire la tension sur l'eau qui est présente sur le territoire. D'autant plus qu'il y aura et il y a déjà de moins en moins d'eau, donc moins d'eau veut dire moins de polluants admissibles, donc il faudra d'autant plus venir la traiter pour respecter cet environnement. Donc aujourd'hui on travaille à une échelle, on va dire semi-industrielle, on est en train de tester la solution et on a pour vocation l'année prochaine à grossir en production pour venir adresser des volumes entiers mais sur des petites installations. Et on a pour ambition d'ici 2027 de faire une nouvelle levée de fonds pour fabriquer notre première usine et pouvoir fabriquer à grande échelle notre granulé. Voilà de belles perspectives pour BioApp. On accueille Maxence, Seyri et Gaston Delaz. Voilà, ils sont là tous les deux. Venez, messieurs, venez nous rejoindre, nous parler de comment vous avez mis au point cette solution qui voilà, est en cours. Ah bah, vous avez 3 micros sur l'autre table, peut-être pas. Félicitations à tous les deux. Alors venez au milieu de la scène si vous le voulez bien. Alors l'eau, c'est forcément un sujet qui est très sensible. Je vous laisse attraper un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Alors ces fameux granulés, ils nous intriguent quand même. J'imagine que vous n'allez pas nous donner la recette, c'est un peu le principe, mais expliquez-nous quand même à partir de quoi vous les fabriquez. Donc ce projet-là, il est né d'une idée quand on était étudiant en 2019 en école d'ingé. On étudiait les procédés industriels, on connaissait les enjeux sur l'eau et on connaissait aussi beaucoup de gisements qui n'étaient pas exploités dans le secteur de l'industrie en France. Donc on est allé chercher, on a fait de la biblio, on est allé voir des fournisseurs, on a identifié différents gisements qui pouvaient répondre à des problématiques industrielles. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a commencé à faire des premiers essais sur la base de biodéchets, donc assez variés au départ, pour trouver une formulation qui puisse être performante dans le secteur du traitement de l'eau. Donc c'est ça qui constitue donc ces fameux granulés. Vous le disiez, vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, entre guillemets, qui vous a encouragé à développer ce projet et qui aujourd'hui encore permet un écosystème favorable au développement de BioApp finalement. Oui, c'est ça exactement. Du coup, on a initié ça pendant notre dernière année d'école d'ingé. Et tout de suite, on a pu faire des tests en laboratoire pour voir si notre idée elle fonctionnait. Donc, on a eu accès directement
à des labos pour faire des premiers essais. Et puis, on est parti travailler chacun de notre côté. Et puis, on a décidé de démissionner pour se consacrer à plein temps à ce projet-là, qui est devenu une entreprise. Et du coup, en fait, on est revenu sur le campus de l'Institut Agro. On a des locaux là-bas, on a des bureaux, toujours accès à des laboratoires avec lesquels maintenant on collabore de manière officielle. Donc, qui nous donne vraiment les moyens aussi de pouvoir se développer. De mener à bien ce projet. Quand on a préparé un petit peu cet entretien, me parlait pour qu'on se représente bien, c'est une espèce de carafe Brita un peu géante, c'est ça le concept? Alors la carafe Brita, on en a amené une, si vous voulez la voir tout à l'heure. Elle est sur l'espace dédié au Ouais, lauréat. complètement. Et en fait, on compare ça à une carafe Brita parce que c'est assez simple à comprendre. On a une bouteille dans laquelle on met nos granulés. On a une pompe qui vient pomper de l'eau usée. On envoie l'eau dans la bouteille et le granulé fait le travail. Il vient retenir le métal et le fixer du coup, sur le média. Comment vous arrivez à convaincre? Parce que l'important, c'est d'aller tester cette solution presque en conditions réelles. Hein. Vous dites, on n'est pas à l'échelle, à la taille réelle encore de la fameuse carafe Brita, mais on n'en est pas loin. En gros, qui teste votre solution dans les entreprises, dans les usines? Comment vous arrivez à les convaincre? Comment ça marche? Au tout départ, donc on a développé, comme disait Gaston, le produit en labo. On a eu des résultats intéressants en labo et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on aille le tester sur de l'eau un peu plus complexe, une eau réelle d'industriel qui a une problématique de rejet. Et donc, on a contacté, on a envoyé des mails à droite, à gauche à des industriels en disant, regardez, on a un produit, si vous voulez, on peut le tester sur votre eau usée. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on a monté une maquette en laboratoire, on a reçu des bidons d'eau de différents industriels. On leur a fait des rapports d'essai, on leur a dit, regardez, ça marche. Et ces industriels nous ont dit, venez faire un truc chez nous, venez faire une installation. Donc on a fait plusieurs unités pilotes depuis septembre dernier, un peu partout en France, même une en Andalousie. On a d'autres projets en cours un peu partout. Et on continue de fonctionner comme ça. À chaque fois, on a un client qui nous envoie un message, on fait une visio, on discute du besoin, on dimensionne un peu notre solution et on leur dit, envoyez-nous 5 litres d'eau par la poste, un bidon. On fait le rapport d'essai en labo et derrière, on discute de la solution à grandeur nature chez lui. Donc ça nous sert toujours aujourd'hui de promesses technologiques. On leur montre que c'est efficace avant qu'ils s'engagent. Alors, on l'entend dans la vidéo, vous parlez de 2027 pour une levée de fonds qui permettra de mettre en œuvre cette solution. À quoi il faut s'atteler en attendant 2027? À continuer ces fameux tests? Oui, c'est ça. Donc là, on est toujours en train de tester notre solution sur un maximum d'eau usée, parce que chaque cas d'usage est différent. Donc l'efficacité peut être aussi différente. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à utiliser et éprouver le produit qu'on a développé. Et donc en parallèle, on dimensionne notre marché en fonction des différents secteurs d'activité, différentes mises en œuvre du produit potentiel, pour pouvoir atteindre des objectifs et pour voir derrière, est-ce que ça vaut le coup d'industrialiser le produit vraiment à grande échelle pour adresser un marché suffisant. Eh ben voilà, beaucoup de boulot, donc d'ici là, vous voulez compléter. Et avec un brevet européen aussi à déposer, à étendre, parce qu'on a le brevet français. Et voilà, je pourrais dire mieux. Ben, c'était parfait. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette explication de texte et puis pour ce prix. Je vais demander à nos remettants de nous rejoindre sur le milieu de la scène pour nous expliquer un petit peu ce qui les a marqués ou ce qui les a interpellés dans votre solution. Alors, qui veut démarrer? Alors pour Rennes Métropole, c'est un petit peu difficile, suite à la très, très brillante conférence d'Arthur Keller, de reconnaître un coup de cœur pour une solution, et qui plus est technologique. Mais quand même, voilà, on l'assume. D'abord parce qu'on est convaincu aussi que c'est d'ailleurs une solution qui pourra trouver forcément des usages dans des approches beaucoup plus territoriales, systémiques, peut-être aussi dans des projets coopératifs. Donc finalement, tout va bien. Non, ce qui nous a vraiment plu, c'est d'abord que c'est un sujet qui traite de la question de l'eau, une question qui est vraiment essentielle dans l'ensemble des risques climatiques que l'on connaît. La question de l'eau, et vous l'avez évoqué, la raréfaction de la ressource en eau, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc tout ce qui va dans le sens, d'une part, d'un retraitement qui va permettre déjà un rejet de qualité dans le milieu, et donc du coup la préservation aussi de la biodiversité qui lui est associée, et d'autre part des possibilités aussi de réutilisation, de recyclage de l'eau dans les process industriels.
ça va forcément dans le bon sens. Puis la deuxième raison pour nous, c'est qu'on est aussi attaché à ce qu'il y ait ces liens entre la recherche scientifique, les grandes écoles, le milieu universitaire qui peut exister, notamment sur la métropole et sur l'ensemble de la Bretagne, et l'économie réelle. Et donc, pour cela, félicitations aussi d'avoir été dans une capacité de valorisation de recherche scientifique jusqu'à des applications économiques. Merci François Rouault. Est-ce que Romain ou Laurence Fortin veut poursuivre? Alors, juste quelques mots pour la région Bretagne. Peut-être se dire que l'importance de l'eau, mais ça vient d'être dit, sujet majeur. Vous connaissez, certains d'entre eux connaissent ma mobilisation sur le foncier. Le sujet de l'eau mérite autant d'attention. Donc, effectivement, il faut d'abord la protéger et il faut en plus essayer de voir comment on peut réutiliser cette eau. Et on est par ailleurs, à l'échelle de la région, assez mobilisé sur les sujets de la réutilisation de l'eau dans l'industrie. Donc, ça tombe vraiment à point, on va dire. Autre sujet qui me semble aussi intéressant, c'est que vous avez été accompagné par la région Bretagne, Phare, Emergis et autres, un certain nombre de continuums de dispositifs qui sont là pour accompagner les entrepreneurs qui innovent, qui inventent, qui osent. Et donc c'est aussi pour moi l'occasion de dire, n'hésitez pas, venez à nous, on est là pour vous accompagner autant que possible et bravo à vous pour ce que vous avez fait. Puis j'ai bien entendu, un projet d'industrie derrière, ça nous intéresse particulièrement. Donc on restera attentif. Voilà, c'est dit. Merci Laurence Fortin, Romain Cuculi pour le Crédit Agricole. Bonjour à tous. Alors effectivement, je représente autant le Crédit Agricole que le réseau des villages BASCA. Je suis sur les terres de ma compatriote Lénaïque Emery. Il y a beaucoup de projets innovants qui sont accélérés par le réseau des villages. BioApp, pas encore, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous adressez un vieux problème et vous êtes jeune. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Vous venez avec un produit et pas un service. C'est aussi très chouette. Je pense que l'enjeu pour vous, c'est de passer à l'échelle, donc de savoir quels sont les marchés qui ont la plus grande valeur et déterminer quelle valeur vous voulez avoir. Si je paraphrase Arthur Keller, est-ce que vous avez envie d'un impact local? Est-ce que vous avez envie d'un impact large? Comment vous vous organisez pour ça? Et c'est ce qu'on aime bien soutenir, Crédit Agricole et au village, c'est des projets à potentiel, mais qui méritent un cap que vous seul fixerez. En tout cas, nous, on est là pour vous soutenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de faiseurs, il y a beaucoup moins de faiseurs comme vous dans l'étoile d'Arthur que de facilitateurs et d'organisateurs. Donc on est ravis de soutenir les faiseurs. Merci à vous trois pour ces mots. On va vous remettre maintenant le prix de manière officielle avec la photo qui va bien et on va le faire sous vos applaudissements si vous voulez bien. C'est Laurence qui s'y colle. Hein. Mais allez-y messieurs aussi. Voilà, c'est bien qu'on puisse avoir la photo avec nos... Voilà. Et on va pouvoir regarder notre photographe pour la photo officielle. Nous avons donc désormais nos 4 lauréats pour cette édition 2025 de Chrysalide. Je vous laisse regagner la salle si vous voulez bien parce qu'on a un dernier prix à remettre qui ne fait pas partie de Chrysalide mais qui est tout aussi important, le prix Clean Tech Open. Je vais demander à Thomas Bruno de venir nous rejoindre ainsi qu'à Gwenaël Carfantan d'Urban Sync et on va les accueillir, ils vont nous expliquer en 5 petites minutes de quoi ils retournent. Alors où sont-ils Bruno et Gwenaël, voilà. Mais si je n'ai pas... oui, Thomas et Gwenaël. Alors si je n'ai pas Thomas... Thomas, pardon, je ne l'ai pas vu. Venez, prenez un micro et on se laisse... je vous en prie, Gwenaël, allez à côté de Thomas. Je vous laisse... oui, prenez le micro, voilà. Et je vous laisse nous expliquer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Ravi de remettre ce dernier prix pour cette 3e édition de l'Open de la T2E et cette 17e du concours Chrysalide. Ce prix, c'est le prix Cleantech Open France de la start-up bretonne. Pour vous mettre un petit peu de contexte, Cleantech Open France est une association et un réseau pour accompagner les start-up, TPE et PME Cleantech et de l'autre côté, accompagner les acteurs publics et privés dans leur transition énergétique et écologique.
Est-ce que vous pouvez passer la slide ou me donner le Ouais, pas? Très bien, voilà. merci beaucoup. Cela représente donc à peu près 680 startups, TPE et PME qu'on a sourcées depuis 2010, plus de 1500 startups sourcées depuis cette date, réparties sur tout le territoire national et réparties dans chaque région française sur l'ensemble des secteurs économiques. Cette année, on se fixe sur les 6 verticales du SGPE, donc le secrétariat général à la planification écologique, qui dépend du Premier ministre pour vraiment s'adosser à des normatifs gouvernementaux et développer nos actions. Si on passe sur la slide suivante, on voit que depuis 2010, on a sourcé plus d'une centaine de projets bretons, donc vous en voyez certains sur cette slide, avec qui on a pu faire des actions ponctuelles, travailler ensemble sur l'année, sur de l'accompagnement, de la visibilité, des mises en relation avec l'ensemble des acteurs privés et publics. Et bien sûr, cela, on le fait en jouant collectif, comme on l'a rappelé depuis ce matin. Sur la slide suivante, où on peut voir donc, certains réseaux d'innovation avec qui on collabore, et bien sûr avec Bretagne Compétitivité pour le sourcing et les événements comme aujourd'hui. Et donc parmi ces 100 entreprises Cleantech Open France qu'on a sourcées depuis 2010, on est ravis de pouvoir remettre ce prix à Urban Think Platform, donc avec Gwenaëlle Carf-Fantan qui est présente aujourd'hui avec nous, pour son développement en région mais aussi au niveau national, et pour cette belle solution qui répond à un problème très précis. Et donc je vais laisser Gwenaëlle en parler bien mieux que moi. Merci beaucoup. Merci à Open Cleantech France. Vraiment, je suis touchée et agréablement surprise aussi parce que c'est finalement 10 ans. C'est 10 ans d'anniversaire, 6 ans d'R&D et 4 ans d'existence juridique. Et en 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Post-Covid, c'est ça qui a fait le déclic. Et donc, voilà, notre vision, c'est je vais reprendre la petite formule des vidéos que je trouvais très sympa. En fait, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Eh bien, nous, on essaie de faire de l'intelligence climatique. En fait, au service évidemment des entreprises, mais aussi des territoires. Et pour ce faire, nous faisons parler les fameuses données, les fameuses data, pour qu'elles soient partageables, évidemment, utiles et surtout aussi visibles, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas. Et donc, pour y arriver, cette démocratisation, on parlait tout à l'heure de changer les mentalités. Pour changer les mentalités, il faut que ce soit accessible à tous et démocratisé le plus possible. Et donc, cet effort de massification, il faut passer aussi par la data pour concerner le plus grand nombre. Et pour y arriver, il faut que le mot décarboné devienne un mot facile à représenter. Et en fait, la difficulté, la complexité que nous avons cherché à résoudre, c'est de rendre cette décarbonation simple à expliquer, simple à montrer et à être fier de voir du résultat, puisque nous sommes un outil d'évaluation, en fait, un outil d'évaluation des actions environnementales et sociétales qui ne sont pas toujours faciles à présenter, hormis en tableau Excel. Donc, en fait, nous remplaçons le tableau Excel, mais à l'échelle d'un projet, par exemple, 250 hectares à Lyon-Confluence, qui est le premier quartier européen à énergie positive, on a 30 millions de données. Donc, c'est pour dire que sur un tableau Excel, ça ne rentre pas. Donc, en fait, la difficulté de la décarbonation, c'est effectivement gérer beaucoup de données hyper transverses, ce qu'on appelle systémiques. Et donc, nous balayons en fait les actions liées à l'économie d'énergie, l'économie de l'eau, mais aussi la production d'énergie. Donc, en fait, c'est une balance qu'on commence à apprécier petit à petit. Et donc, voici un exemple aussi sur la vulnérabilité climatique dont on parle beaucoup en ce moment. Et là, c'est sur le littoral, mais c'est aussi les inondations, par exemple, dans les terres. Donc, en fait, tout est scalable. Donc, il n'y a pas de limite de taille de projet. On peut faire du petit et du grand. Donc là, on vient de gagner un projet européen avec 5 villes européennes. Donc, en fait, on voit que le sujet s'européanise et donc tout le monde a envie de se rendre compte de ce qu'on fait. Donc, c'est très positif, c'est de faire non pas du punitif, mais du valorisable et aussi rendre des choses... les personnes ont besoin d'être fières de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je pense que le côté environnemental n'a pas toujours été mis du bon côté. Et c'est ce qu'on souhaite en rendant visible l'invisible, en fait, et en relevant un peu ce défi de non seulement montrer les émissions évitées, mais aussi de rendre positif la valorisation du végétal
et la valorisation de la biodiversité. C'est comme ça qu'on a déposé un brevet aussi sur la balance carbone, qui est le slide suivant. Et donc, du coup, vous connaissez tous le bilan carbone, j'en suis sûre, mais le bilan carbone, c'est une photo à un instant T, alors qu'une balance, en fait, on voit bien qu'il faut... Enfin, voilà, la balance, elle bouge. C'est pas toujours équilibré, mais une entreprise ou un territoire a besoin de savoir comment ça évolue dans le temps. Et donc, nous avons... du coup, permis, grâce à cette gestion de données multi-thématiques, de sortir des balances carbone territoriales ou sortir des balances carbone pour des entreprises. Donc ça, c'est aussi un sujet qui tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup, Gwenaëlle Carfantan, pour cette explication. Je suis sûre que vous pouvez vous tenir à la disposition de notre public pour plus de précision. On va remettre son trophée, si vous voulez bien, Thomas. On remet ce trophée au nom de la région, au nom de Bretagne Compétitivité, au nom de Cleantech C'est vrai Open que France. j'ai... Ben oui, Laurence Fortin, je ne vous ai pas dit de... Voilà. Ah. Je ne vous ai pas dit de rester avec moi tout à l'heure, j'en suis désolée. Donc c'est vous, Laurence, qui allez remettre son trophée à Urban Sync et Gwenaëlle Carfantan. Voilà, on peut vous applaudir. On va le faire ensemble. Hein, alors, bravo à vous et bravo aussi d'avoir accompagné l'entreprise. C'est très important. Ancrage local, rayonnement, c'est très important. Bravo. Voilà. Oui, pardon, c'est vrai que je manque à tous mes devoirs. Il faut dire que j'ai un peu mangé sur le timing, j'en suis navrée. Voilà. Merci à tous les trois. Voilà, c'était le dernier prix de notre matinée. Je vais demander à Philippe Martineau, le président de Bretagne Compétitivité, de me rejoindre pour un petit mot rapide de conclusion. La journée n'est pas terminée, vous le savez. Donc, promis, il y aura quand même la pause déjeuner, même si on est un peu en retard sur le timing. Mais voilà, il y a des choses qui vous attendent cet après-midi. Philippe, je vous donne un micro. Et je vous laisse conclure cette plénière. D'accord. Tout d'abord, merci à vous. Je vous en prie. Et d'abord, nous avoir accompagnés pour cette 17e édition, 17e édition du prix Chrysalide. Un peu déçu, vous étiez 63 candidatures pour cette année 2025. 4 d'entre vous, malheureusement, mais heureusement pour elles, ont été sélectionnées sur les 23, en fait, sélectionnées par le jury. Grande déception pour certains, mais soyez rassurés, l'équipe de Bretagne Compétitivité va vous aider, va vous accompagner, puisque ça fait partie de notre challenge aussi, pour vous remercier d'avoir été compétiteur. On sera à vos côtés, on va avoir un collaborateur qui va venir travailler à côté de vous durant cette année 2025, qui va continuer à vous aider, et puis plus particulièrement pour nos 4 lauréats, vers lesquels on essaiera de développer un peu notre carnet de relations, nos carnets auprès de nos partenaires. Donc je pense qu'on peut vous féliciter, mais aussi féliciter la totalité des 63 candidatures. Merci aussi, j'en profite, au jury qui a accepté de passer quelques heures de leur vie professionnelle pour vous écouter, pitcher. Je sais que parfois c'est passionnant et des fois un peu stressant, mais je voulais vraiment aussi les remercier. Tout à l'heure, Alexandre a dit que Chrysalide Éco-Activité, ce n'est pas juste un concours, c'est un programme d'accompagnement et de valorisation. Ce programme d'accompagnement et valorisation met en avance l'entreprise par nos conseillers aussi qui accompagnent. Mais je ne voulais pas oublier tous ceux qui font qu'aujourd'hui nous sommes là et cette réussite, c'est nos partenaires, sans lesquels on ne serait pas présent ce matin, ni vous ni nous. Cette équipe, en fait, qui est représentée par la région, par l'ADEME, par nos partenaires financiers, par BPI, par les caisses, effectivement, des différents partenaires financiers et bancaires, sans oublier la Banque des Territoires, mais aussi Rennes Métropole et tout, l'EDF, toutes nos structures accompagnantes sans lesquelles cet événement n'existerait pas. Donc, très sincèrement, en tant que président de Bretagne Compétitive, je voulais vous remercier les candidats, puis remercier aussi Arthur Keller pour ce moment de... Comment je vais dire c'est difficile à décrire. Hein. Il est assez difficile à décrire. En fait, je pense que faire sur 1 heure, c'était impossible. Faire sur 3 heures, on serait peut-être resté. Mais on a un goût de trop pause sur la dernière partie parce que celle-ci est absolument, je pense, positive et admirable. Et je pense que vous nous avez donné une vision de ce qu'on appelait autrefois le monde coopératif solidaire.
Et je pense que quand vous parliez de nos anciens, nos papis, nos mamies qui nous donnaient à manger dans leur potager et on allait aux toilettes au fond du jardin dans une petite cabane avec un cœur et une page de Ouest France ou d'un autre journal local, ça nous rappelle des bons souvenirs de notre enfance. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Cette notion de risque systémique, je crois que on ne l'avait peut-être pas aussi bien perçu que vous nous l'avez présenté ce matin. Mais il y a aussi un message d'espoir. Vous l'avez donné à la fin, c'est que l'intelligence de l'homme et cette volonté de faire ensemble et que cette intergénération va se mettre en action, nous donnant ce que nous avons pu percevoir et la génération de nos petits-enfants dans ce qu'ils mettront en action. Je crois que là, encore beaucoup d'espoir. Voilà, merci beaucoup. Nous devenons, et je l'espère durant cette journée, des agents de la résilience bretonne. Je voulais vous souhaiter, au nom de tous et tous, l'équipe de Bretagne Contivité, que je veux encore remercier particulièrement pour cette organisation. Je suis très fier de cette participation et de cette organisation. Remercier aussi vous toutes et tous, et je pense qu'on peut s'applaudir. Merci beaucoup. Merci. J'ai oublié, je vais me faire rouspéter. Alors, je ne vais pas le lire parce qu'il y a marqué solution, donc on va enlever le mot solution. Mais ce petit book-là, il est très intéressant. En fait, il résume en fait l'engagement de nos 63 candidatures. Et s'il vous plaît, gardez-le. Et puis, si vous avez besoin, appelez-les. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe Martineau. On peut retrouver nos lauréats et une partie des nommés aujourd'hui sur l'espace dédié. Voilà, je vous prie de m'excuser pour les gens qui vont intervenir dans les masterclass et les ateliers cet après-midi parce que j'ai un peu mangé sur le timing. Je pense que ça reprendra avec un peu de retard en début d'après-midi. Je vous souhaite à tous de bons travaux. Ah oui, bien sûr, je garde les lauréats et les remettants pour la photo finale, mais les autres peuvent donc aller se restaurer et je vous souhaite une très bonne poursuite de journée. Il est quand même 13h30.